Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. On va apprécier le rapport trimestriel ici du Q2 2024 de Berkshire Hathaway, notamment après la vente d'Apple. Qu'est-ce qu'on doit penser si vous êtes investisseur? Parce que je sais que c'est la seule chose qui intéresse du monde ici, à savoir pourquoi est-ce que Warren Buffett a vendu du Apple. Je vais vous donner quelques éléments de réponse. À coup sûr, je ne pourrais pas savoir exactement pourquoi est-ce qu'il a vendu la compagnie, mais on va essayer de donner quelques éléments de réponse. Parce qu'on sait une chose, on achète une compagnie pour une seule raison et on la vend pour plusieurs. OK? Allons-y. Berkshire Hathaway a récemment adopté une posture de vente significative, cédant une part importante de ses actions Apple et Bank of America au cours du deuxième trimestre. Cette décision qui a surpris de nombreux observateurs a permis à l'entreprise d'accumuler une trésorerie record de près de 277 milliards de dollars. Donc cette prudence de Buffett reflète la difficulté croissante de trouver des opportunités d'investissement attractives dans un marché boursier jugé surévalué. On parle ici de l'accumulation du cash en question. OK? Donc, le légendaire investisseur a expliqué la vente d'actions d'Apple par une anticipation de la hausse des impôts, mais cette décision a suscité des interrogations chez certains investisseurs qui considèrent Apple comme une valeur sûre dans le portefeuille de Berkshire Hathaway. On va voir notamment qu'il y a peut-être une très bonne raison derrière, au-delà des impôts. Et quand on parle ici d'un marché jugé surévalué, ça veut juste dire ici que c'est un marché où il n'y a pas énormément d'opportunités intéressantes. OK? La vente d'actions Bank of America, deuxième plus grande position de Berkshire Hathaway après Apple, a également marqué les esprits. Cette décision a été interprétée comme un signe de prudence de la part de Buffett vis-à-vis du secteur bancaire qui fait face à des défis croissants dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et de crainte de récession. Donc, ça fait plusieurs mois qu'ils vendent certaines bancaires ici. Mais après, je vais vous dire une chose. La Bank of America, JP Morgan, c'est un peu... La hausse des taux d'intérêt, c'est un peu à double tranchant, OK? Dans le sens où l'argent coûte de plus en plus cher, même si on gagne en termes d'intérêt, mais les deux s'annulent parce que le différentiel en termes de taux d'intérêt ici, à court terme... à court terme, on gagne beaucoup d'argent, mais à long terme, on a tendance ici à être au niveau de la moyenne uniquement. Okay? L'essentiel ici, c'est la gestion du risque. Donc, c'est surtout l'augmentation ici des risques du taux de défaut. Donc, c'est une métrique vraiment à surveiller. L'augmentation ici des dépôts, les dépôts rémunérés et les dépôts non rémunérés. Donc, c'est important à les regarder. De toute façon, les bancaires, ce sont des entités un tout petit peu particulières, comme la plupart des secteurs d'ailleurs. Chaque secteur d'activité s'analyse d'une certaine façon. Okay? Donc, on va en reparler tantôt. Donc, pour le moment, s'il décide de vendre certaines bancaires ici, ça ne veut forcément pas dire que, voilà, il s'attend à une crise profonde au niveau des bancaires ou quoi que ce soit. OK? Faites attention. Même si son domaine de prédilection, ce sont à peu près les entités financières. OK? Malgré ces ventes massives, Berkshire Hathaway a enregistré des résultats mitigés au deuxième trimestre. Si le bénéfice net a reculé par rapport à l'année précédente, les revenus d'exploitation ont progressé, soutenus par les activités d'assurance de l'entreprise. Et Berkshire Hathaway ne s'analyse pas avec les bénéfices nets, tout simplement parce que les bénéfices nets sont généralement impactés par l'évaluation ici du portfolio d'investissement. Je prends un exemple. Si j'achète une entreprise à $100, les actions d'une entreprise à $100, et que l'année prochaine, les mêmes actions se retrouvent à $150, je suis obligé d'enregistrer un gain financier, d'accord, non réalisé, même si je n'ai pas vendu mes actions. Et donc, on s'entend que si je réalise un gain financier de $50, ça sera $50 de plus sur le bénéfice net. Or, est-ce que ça fait partie du day-to-day de l'entité? Non, ce n'est pas quelque chose de récurrent. Parce que l'année suivante, je pourrais me retrouver à moins $50. Okay? Je devrais également prendre en considération ce chiffre négatif-là, et qui aura un impact, bien sûr, négatif sur mes bénéfices nets. Okay? Alors que je n'ai même pas vendu mes actions. Et imaginez la troisième année, au lieu d'avoir de $50, on se retrouve à $200. Donc, vous imaginez également que je dois enregistrer un gain financier. Ce n'est pas quelque chose de durable, d'accord? Donc, c'est généralement un gain ponctuel. Et je pense qu'on devrait plutôt regarder également les bénéfices nets ou bien ajuster regarder les bénéfices opérationnels ou bien ajuster les bénéfices nets. Okay? Donc, quand vous avez du Berkshire Hathaway, bénéfice net c'est pas une bonne métrique. OK? Buffett a toujours privilégié les revenus d'exploitation comme indicateur de performance car ils excluent les fluctuations à court terme du marché boursier qui peuvent impacter le résultat net. La trésorerie colossale accumulée de Berkshire Hathaway offre à l'entreprise une grande flexibilité pour saisir de futures opportunités d'investissement. Notamment, j'ai l'impression, enfin pas l'impression, mais il y a de grandes chances qu'on fasse une grosse acquisition, d'accord, dans les années à venir. Notamment, je pense à Chubb, CHUBB,
C'est une compagnie d'assurance. J'ai l'une des meilleures dans son secteur d'activité. Et il y a de grandes chances, enfin, je ne sais pas pourquoi, je n'ai aucune information par rapport à ça, hein. Bien sûr, ils sont investis dessus, mais je pense ils pourraient en faire l'acquisition. C'est une centaine de milliards ici, si on veut l'acheter, peut-être 120 à 150 milliards ici, ce qui veut dire que ça sera à peu près la moitié du cash actuel. Et ça aura du sens parce que ça reste un excellent business dans son secteur d'activité. Bref, on en a parlé sur la chaîne. Le ticker symbole, c'est CHUBB. D'accord? Donc, c'est également une entreprise qu'on a eu tendance à analyser dans le programme d'accompagnement, l'accélérateur. Comme je le dis, dans ce programme-là, on a tendance à analyser, on a tendance à analyser les entreprises dépendamment des secteurs d'activité. Attention, après avoir pris connaissance du module, par exemple, le module assurance. Après le module assurance, on a appliqué exactement ce qu'on a appris dessus sur une entreprise réelle, donc à savoir CHUBB. OK? Ce qui veut dire que si vous également vous voulez analyser une compagnie d'assurance, vous savez à peu près par où commencer, quel type de questions on devrait poser. OK? Donc, cependant, Buffett reste prudent face à un marché qu'il juge surévalué. Et quand je dis qu'il juge surévalué ici, c'est par rapport à l'indicateur ici de, comment on appelle ça? On l'appelle ici le Buffett Indicator. Donc, allez-y sur Google Focus, vous allez le trouver. Vous tapez juste Buffett Indicator, Buffett avec 2 T, ok? Buffett Indicator, généralement, vous allez voir ici, la métrique est simple. La capitalisation boursière globale ici du marché américain divisé par le PIB, ok? Et donc, quand on se retrouve ici à un chiffre supérieur à 150 ou 100% ici, ça veut dire que le marché pourrait être surévalué. Et attention, ça fait au moins une dizaine d'années qu'on est au-dessus des 150. Donc, faites attention. C'est une métrique qu'il faut savoir interpréter, ok? Ça ne veut pas dire ici qu'on vend tout ni quoi que ce soit. Ça veut tout simplement dire qu'il y a moins d'opportunités. Et si vous prenez le S&P 500, le price to earning du S&P 500, ça ne vous donne pas ici la véritable information par rapport à la cherté du marché américain. Il faut prendre ici le S&P 500 equal weight, d'accord? Parce que si vous prenez le S&P 500 qui est actuel, qui est assez pondéré sur la tech en même temps, c'est un secteur où les multiples de valorisation sont généralement élevés parce que la croissance est là et les marges sont également présentes. OK? Donc, faites attention. OK? C'est pas aussi évident que vous pouvez le penser. C'est pour ça que quand on parle de marché surévalué, ça veut tout simplement dire qu'il y a moins d'opportunités. D'accord? Quand un marché ici est sous-évalué, ça veut dire qu'il y a plus d'opportunités. C'est juste ça que ça veut dire. OK? Et rien d'autre. Ça ne veut pas dire ici qu'on vend nos actions ni quoi que ce soit. Non, ou bien j'attends le crack ou je ne sais pas quoi. Non. OK? De toute façon, moi, je suis investi en tout temps. Et ça ne va pas changer. Le crack me trouvera certainement ici. OK? Et je devrais être prêt à souffrir. Il faut avoir la capacité de souffrir. Donc, investir de l'argent dont vous n'avez pas besoin sur les années à venir. Et essentiellement ici, OK, on n'investit pas pour payer, on s'entend. Et il faut également avoir généralement une épargne de sécurité. Et moi, pas mon avantage, mais mon épargne de sécurité va au-delà de 6 mois. OK? Ce qui veut dire que la partie, le supplément ici, je vais avoir tendance à l'utiliser pour acheter de nouvelles actions ici, au cas où une opportunité exceptionnelle se présente. D'accord? J'ai juste mentionné ici que le marché, il y a moins d'opportunités. Enfin, vous pouvez en trouver, mais plus dans des entités, dans des secteurs très, très cycliques. D'accord? Faites attention. N'allez pas bazarder vos actions parce que vous avez lu surévalué ou je ne sais pas quoi. Non, non, non. Moi, je ne sais pas ce que le marché va faire demain. Ça ne m'intéresse pas. Donc, le plus important, c'est acheter une entreprise qui a les capacités de générer des flux, qui a la capacité de générer des flux de trésorerie stables et croissants dans le temps. OK? Cette approche prudente et patiente est caractéristique de la philosophie d'investissement de Warren Buffett qui a toujours privilégié la qualité, avantage concurrentiel, donc possibilité d'avoir un pricing power, et la valeur qui prend essentiellement la partie quantitative. C'est ça la valeur. La valeur, c'est l'aspect quantitatif des choses. OK? Donc, la qualité, c'est l'aspect ici, c'est plus subjectif. Ça dépend de la façon dont on fait le business model ici, la façon dont la relation qu'on a avec les clients. Par exemple, si c'est du matériel médical ici, le matériel médical en question est proposé par les médecins. Et si c'est le médecin en question, il est déjà formé sur un certain type de machine ou bien sur un certain type d'appareil ici. Donc, il aura tendance à recommander uniquement nos appareils. Ce qui veut dire qu'un compétiteur ne pourrait pas rentrer sur le marché aussi facilement parce qu'il devrait également avoir une relation particulière avec ces médecins-là. D'accord? Donc, c'est un peu plus Donc, la qualité et la valeur, c'est deux concepts assez différents. Même si on peut souvent, en termes de on peut déterminer si une entreprise est qualitative, parfois avec des métriques quantitatives, mais voilà, ces métriques quantitatives-là doivent également, il faut savoir comment est-ce qu'on les calcule pour pouvoir les déconstruire. Parce que, d'accord, il faut toujours nuancer les choses. Donc, la qualité et la valeur à long terme plutôt que les gains rapides et spéculatifs. Donc ici, il ne prévoit pas un crack, donc il est en train de récupérer ses billes. Et vous allez voir ici que
derrière cette vente, il y a un très bon... Le raisonnement ici se tient littéralement. Les investisseurs qui suivent les traces de Buffett pourraient être tentés de faire preuve d'une prudence similaire dans le contexte actuel du marché. En conclusion, les récentes décisions d'investissement de Berkshire Hathaway témoignent d'une prudence accrue de la part de Warren Buffett face à un marché boursier jugé surévalué. L'entreprise préfère accumuler du cash et attendre des opportunités plus attractives tout en continuant à générer des revenus solides grâce à des activités opérationnelles diversifiées. Je rappelle que Berkshire Hathaway, c'est un conglomérat centré ici sur les activités d'assurance. D'accord? Donc, on a également d'autres entités comme BNCF qui est la partie ici ferroviaire. D'accord? Donc, toutes ces entreprises-là rapportent du cash et Warren Buffett est chargé d'allouer le capital. OK? Et je mentionne ici que quand Berkshire Hathaway fait l'acquisition d'une entité à plus d'1 milliard, ça veut dire parce qu'ils sont 3 personnes à gérer ce portefeuille-là. Okay? Donc, c'est au-dessus d'1 milliard, Warren Buffett donne son accord. En dessous, c'est généralement ses lieutenants. D'accord? Donc, pour une vente comme sur du Apple, bien sûr que c'est lui qui a donné son accord. Donc, cette stratégie, bien que surprenante pour certains, est cohérente avec la philosophie d'investissement à long terme de Buffett et pourrait inspirer d'autres investisseurs à adopter une approche similaire dans un contexte économique incertain. Maintenant, on passe au niveau de l'évaluation. Donc, avant d'arriver au niveau de l'évaluation, je sais que vous attendez tous l'avis sur Apple. Donc, on va prendre ici, Warren. OK. Donc, ce n'est pas encore à jour. Ça date du 15 du mois de mai. Donc, le 13F n'est pas encore à jour ici. Et vous allez remarquer ici que les actions Apple, il les a achetées à quelle période? Aux alentours de 2016. La plus grosse partie, il a terminé sa position aux alentours ici. Il a arrêté d'en accumuler aux alentours ici, plus que 1 milliard. On va se calmer, excusez-moi. Le nombre d'actions le plus élevé qu'il ait pu avoir par le passé se situe aux alentours de 1 milliard et poussière. 1 milliard 9 millions, on va le dire comme ça. D'accord? Après 2018, après le Q3 2018 ici, on avait un nombre d'actions assez conséquent, mais toujours en dessous d'1 milliard par là. OK, comme vous pouvez le constater ici. Et au fur et à mesure du temps, le nombre d'actions a diminué. Pendant ce temps également, le prix a augmenté. OK? Et donc, vous remarquez que Apple ici, acheté à cette période, vendu à peu près à partir du Q4 2023. On a commencé à en vendre à partir du Q4 2023 ici, même si on en avait déjà vendu un tout petit peu par le passé. Et il avait mentionné ici que c'était une erreur parce qu'entre-temps, Apple a doublé. OK? Enfin, on va regarder ça. AAPL. Alors, ce que j'aimerais plutôt mentionner, c'est ceci. On va déjà prendre l'évaluation de Apple à cette période, quand Warren Buffett en faisait l'acquisition. OK? Donc, on va prendre ici, simple, on va prendre le fameux price to earning. OK? On prend le fameux price to earning et vous allez constater que en 2016, admettons même qu'il a acheté en toute l'année 2016, en 2016, Apple se négociait aux alentours de 10 fois les bénéfices. Et ça, ce sont les bénéfices des 12 derniers mois. Si je prends le forward PE, d'accord, qui prend en considération la croissance également à venir, vous allez remarquer que de 2016 ici, de 2016 à 2019, Apple se négociait en dessous des 15 fois les bénéfices. Donc 6,6% de rendement, vous aurez pu accumuler pendant toute cette période. Évidemment, le contexte était également différent. Steve Jobs était décédé. Après ça également, Apple ne rachetait pas massivement ses actions, ne distribuait pas de dividendes, avait énormément de cash. Bref, cette période-là également, c'est pas la même période qu'en date d'aujourd'hui. Donc, Apple, était très intéressante à ce prix-là. Aujourd'hui, on vous vend du Apple à 30 fois les bénéfices futurs. 30 fois les bénéfices futurs. Entre-temps, à cette période, Apple également était en croissance. Même si on avait à peu près une croissance aux alentours de 10%. D'accord? Prenons une variation sur 5 ans. D'accord? Disons qu'on est en 2016. Okay? En 2016, sur les 5 dernières années, on avait 14% de croissance. OK? En 2020, par rapport aux 5 dernières années, on était à peu près à 7%. Aujourd'hui, en 2023, c'est à peu près 7% également sur les 5 dernières années. Mais si on regarde un tout petit peu en profondeur, sur les 12 derniers mois, depuis 2022, il n'y a pas de croissance au niveau des bénéfices. Okay? Pourtant, l'entreprise se négocie à 30 fois les bénéfices. Une entité pareille ne peut pas rester aussi longtemps à 30 fois les bénéfices. Il faut vraiment une certaine croissance pour justifier ce prix-là. Évidemment, d'aucuns diront ici qu'entre-temps, les marges ont augmenté. Oui, les marges augmentent, certainement. Ça peut être une raison. Mais 30 fois les bénéfices, je pourrais dire 25 fois pourrait être assez correct, à mon avis. OK? 25 fois. Mais bref, si on regarde un tout petit peu ici,
Warren Buffett a acheté ses actions en 2016. Aujourd'hui, on a fait du x5. Et il est un peu normal de revendre un tout petit peu. Je vous pose la question, est-ce que vous ne trouvez pas normal d'en revendre un tout petit peu, même si son rendement par rapport à son coût d'acquisition est très élevé en date d'aujourd'hui? Pourquoi? Qu'est-ce que j'appelle rendement sur coût d'acquisition? En fait, si vous prenez le bénéfice net, si vous prenez le prix d'acquisition moyen ici et le bénéfice net actuel, donc si vous prenez le bénéfice net divisé par le prix d'acquisition, vous allez voir ici qu'on multiplie par 100, vous allez trouver 13% à peu près par là. Donc si on distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes ici, en date d'aujourd'hui, Warren Buffett aura plutôt un rendement de 13%. C'est assez conséquent, n'est-ce pas? Et vous allez également remarquer une chose, vous allez vous dire, mais c'est donc incompréhensible de vendre une partie des actions Apple. Mais remarquez une chose, Apple représente quel pourcentage du portefeuille de Warren Buffett? En date d'aujourd'hui, ça c'est le portfolio d'investissement investi en actions, plus le cash qu'on a présentement, qui est investi en obligations. On a à peu près, avant la vente d'aujourd'hui, on était à peu près aux alentours de 200 millions d'actions, de 200 millions par là. OK? Donc, 200 milliards. Donc, ça fait à peu près pour un portefeuille global de 530 milliards. J'arrondis, bien sûr. Sur Apple, avant d'avoir, parce que ce n'est pas encore on n'a pas encore mis à jour, on avait 135 milliards global, valeur globale. 135 milliards divisé par la valeur totale du portefeuille. Donc, le cash inclus, c'est 25%. 25%. 25%, c'est beaucoup, c'est trop. Évidemment, quand on s'appelle Warren Buffett, on peut se le permettre. OK? Et si on prend juste le portfolio d'actions, sans prendre en considération le cash, c'est près de 40%. Donc, même en vendant la moitié, on est toujours à 20%, ça reste élevé. Normalement, on devrait même rester aux alentours de 10%. Quand vous allez voir ici, American Express, il possède des actions d'American Express depuis plusieurs années. Voilà, depuis plusieurs années ici, il est plutôt aux alentours de 10%. OK? Très rarement, il a atteint ce niveau de concentration. Donc, il est normal de vendre un tout petit peu. C'est normal. Je te répète, c'est normal. Posez-vous la question pour votre propre portefeuille. Est-ce que vous êtes à l'aise avec une pondération au-delà de 10%? Moi, non. OK? Et vous remarquez également qu'on fait l'acquisition de Chubb ici, c'est 2%, etc. Donc, il mentionne également une chose. Au courant des années 2000, il a fait l'erreur de ne pas revendre du Coca-Cola. Et il avait mentionné dans une assemblée générale ici. Et quand on regarde Coca-Cola aux alentours des années 2000, OK, les années 2000. Je rappelle que Coca-Cola, c'est une entité qui a également changé. Son business model a légèrement changé par rapport aux années 2000 ici. Bon, on est ici à peu près 98, 99. Vous savez à combien on négocie du Coca-Cola à cette période-là? Sur les 12 derniers mois. D'accord? C'est ici. Coca-Cola s'échangeait aux alentours, disons aux alentours ici de 50 fois les bénéfices. Laissons même cette partie, parce que ça peut être une variation ici, ça peut être une erreur. 50 fois les bénéfices. OK? Et si on prend ici le forward PE, c'est plutôt 40 fois les bénéfices. 40 fois les bénéfices. Même avec la plus belle croissance du monde ici, ça va être compliqué. Et vous avez remarqué ici que Coca-Cola, pendant la période qui a suivi, OK? Entre 98 et, disons, 2006, l'entreprise n'a rien fait du tout. Le prix était très, très stable. OK? Le prix n'a pas changé. Pourtant, les bénéfices nets ont continué à croître. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est le PER qui a plutôt été ajusté en conséquence. Donc, celui qui a payé à peu près du 50 fois les bénéfices, il a dû attendre le début des années 2007 pour commencer à générer un tout petit peu de performance. OK? Donc, on a perdu un tout petit peu d'argent. Et vous remarquez ici que une période idéale pour acheter des actions de Coca-Cola, c'était en 2009. OK? À peu près, on négociait à 12 $ l'action, à peu près avec 14 fois les bénéfices. OK? Donc, on n'achète pas les entreprises à n'importe quel prix. C'est comme présentement, il y a une accélération sur du Coca-Cola en date d'aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'a aucun sens. D'accord? Pour moi, à la limite, c'est correctement évalué. OK? Donc, parfois, c'est parfois une bonne décision de revendre. OK? Ça ne veut pas dire qui sait ce qu'Apple va faire demain ou je ne sais pas quoi. Apple pourrait même doubler d'ici à demain. Oui, on a déjà vu des entreprises comme elle s'appelle encore, Lotus Bakery qui s'échange, je ne sais pas, oh là là, à 400 milliards de fois les bénéfices. C'est une façon de parler. Hein. C'est une façon de dire ici que le Lotus Bakery ici, le prix de l'action, le PER est extrêmement élevé. Même le forward, quand on prend même le PER ici, Price to Earning, ajusté de la croissance, OK, on a un niveau assez élevé. D'accord? Vous payez 55 fois les bénéfices des 12 prochains mois.
55 fois. 55 fois. Pourtant, ça ne fait qu'augmenter. Mais quand je dis à quelqu'un que depuis, je n'achète pas cette compagnie à moins de 25 fois à plus de 25 fois les bénéfices. Donc, tant que ce n'est pas, on ne divise pas le prix ici par 2, je ne touche pas à Lotus Bakery. Pourtant, je ne sais pas, l'action peut continuer, peut même doubler à partir d'ici, peut même s'échanger à 100 fois les bénéfices. Il y a des gens qui sont assez fous pour payer ça. De toutes les façons, il faut regarder ici quel est le rendement. Quand vous payez 50 fois les bénéfices, vous demandez 2% de rendement uniquement. Il va vous falloir une sacrée croissance pour justifier cette évaluation-là. OK? Et quand on regarde au niveau de la croissance, le Lotus Bakery, oui, on a du 20% ici, 20% de croissance en moyenne. Donc, ce qui veut dire que si l'entité garde 20% en moyenne, si on sous-entend que 20% de croissance des revenus, c'est 20% ici en termes de croissance des bénéfices, d'accord? Si on sous-entend que la croissance va continuer, disons, au même niveau sur les 5 prochaines années, en fait, ça veut juste dire que vous allez vous payer 50. Quand vous payez 55 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui, 5 prochaines années de croissance en moyenne de 20%, vous allez multiplier vos capital par 2,5. Donc ici, on divise ici, le bénéfice va être multiplié par 2,5. Donc, on divise le PER actuel par 2,5. Ça revient ici à 22. À PER égal par rapport à ce qu'on a en date d'aujourd'hui, vous aurez certains prix bien plus élevés demain. Mais si on revient juste à la moyenne du secteur d'activité, excusez-moi, cette entreprise peut faire du surplace pendant très très longtemps pour justifier ce 9 940 €. Ça, c'est mon avis. Après, vous pouvez acheter ce que vous voulez. OK? Donc, il est un tout petit peu normal de revendre du Berkshire Hathaway. Maintenant, si on revient au niveau de l'évolution, comme je l'ai mentionné ici, on achète pour une raison, on vend pour plusieurs raisons. Donc, ce n'est pas parce que Berkshire Hathaway, Warren Buffett a vendu ses actions Apple avec raison que vous devez également faire la même chose. OK? So, ici, quand on va à peu près au niveau de l'évaluation de Berkshire Hathaway, et là, ça va aller assez rapidement. Hein. Berkshire Hathaway, ici, pour l'évaluer, c'est simple, book value. Vous l'achetez à 2 fois le book, vous l'achetez en dessous de 2 fois le book value, de préférence aux alentours de 1,5 fois le book value. OK? N'allez pas regarder le bénéfice net. N'allez pas regarder le bénéfice net. Parce que le bénéfice net ici de Berkshire Hathaway ne vous donne pas la bonne information. Berkshire Hathaway... Où est-ce que j'ai cette information? C'est le le point B, c'est ça? Berkshire. Je ne trouve pas le point B. C'est bizarre. Bon, voilà, le B-share, il est là. OK. Donc, cette compagnie, l'évaluation, c'est uniquement par rapport aux actifs tangibles nets. Et ces actifs tangibles ont tendance à croître en moins de 10% dans le temps. Et comme vous pouvez le voir ici, à chaque fois que l'entreprise se négocie à 1,5 fois les actifs tangibles, on a un point bas au niveau du prix de l'action. Parce que ces actifs tangibles-là, ils ont l'habitude, ils augmentent aux alentours de 10% en moyenne sur les dernières années. Si vous regardez à peu près, sur les 10 dernières années, si vous regardez à peu près les 3 à 5 dernières années, nous sommes à un niveau supérieur à 10%. Admettons juste que vous arrivez à la choper à 1,5 fois les revenus et qu'on continue à croître le book value et que l'entreprise continue à croître de 10% en moyenne sur les 5 prochaines années, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. En N plus 5, le book value ici sera supérieur au book value lors de votre acquisition, supérieur à la capitalisation boursière lors de votre acquisition. Si c'est 2 fois, si vous l'avez acheté à 2 fois le book value, on aura à peu près un prix aux alentours de 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1,2 fois le book value. Or, il se négocie généralement ici aux alentours de 2 fois le book value en moyenne. Je dis bien en moyenne. Et l'entreprise n'est pas endettée du tout. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est 2 fois en moyenne. Donc, cette compagnie a moins de 2 aux alentours de 1,8 fois à 1,5 fois le book value. Ça pourrait être intéressant d'en racheter. OK? Je dis bien d'en racheter. N'allez pas regarder le bénéfice net parce que le bénéfice net ne donne pas la véritable rentabilité de ce business. C'est les bits qu'il faut regarder. OK? Et si vous prenez les bits actuels, admettons que voilà, on reste à peu près à ce niveau sur les années à venir. OK? Disons aux alentours d'une centaine de milliards. Même si vous ajustez ici par rapport aux taxes, admettons que les taxes c'est 20%, il reste 80 milliards. Quand vous payez une entreprise 80 milliards sur la capitalisation boursière actuelle, je dis bien la capitalisation boursière, je n'ai même pas pris en considération le cash, d'accord? Ça donne à peu près un rendement de 8%. Et si je prends par rapport au cash, donc valeur d'entreprise ici, ça fait 8, 6, 3, vous avez un rendement plus élevé que ça. Donc Berkshire Hathaway, c'est une compagnie, c'est un conglomérat, donc il y aura toujours une décote, généralement. Donc aujourd'hui, est-ce que je vais vous dire que Berkshire Hathaway est surévalué? Non. Berkshire Hathaway est correctement évalué. C'est intéressant, ça serait intéressant de continuer à en faire l'acquisition, même au prix actuel.
même, je mentionne que c'est correctement évalué, mais c'est intéressant justement. C'est quand l'entreprise est correctement évaluée qu'elle devrait vous intéresser. Ok? Si ça va plus bas que ça, on en ajoute plus. Pour une position, pour rentrer sur la position, pourquoi pas? Ok? Si je n'ai pas de bonne idée d'investissement, pourquoi pas? Mais elle ne s'échange pas à 20 fois les bénéfices. Faites attention. Ok? Donc, ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Le fait qu'il ait vendu du Apple ici, c'est compréhensible. Ok? Ça ne veut pas dire que Apple, c'est une mauvaise entité. Je rappelle ici qu'en description de la vidéo, vous avez accès au service Top Premium Plus qui inclut l'accompagnement, d'accord, pendant 1 an. Donc, c'est un abonnement. Vous avez tout ceci dans l'abonnement. Je mentionne ici que le prix de ce service-là va changer aujourd'hui. C'était uniquement, enfin, je dis aujourd'hui, disons dans 24 heures, vu que je publie la vidéo un tout petit peu tard. Donc, d'ici demain, ça changera complètement. Donc, si vous l'avez, vous avez directement également accès au programme d'accompagnement. Mais je rappelle que c'est un abonnement. C'est-à-dire que après l'abonnement, les notes de coût et tout le reste, vous n'y avez plus accès. Donc, si pendant 1 an ici, ce n'est que ça que vous recherchez, ou bien l'analyse quantitative, ou bien les notes d'analyse, ou l'analyse sectorielle, ou bien, voilà. Tout ceci est inclus à ce niveau. OK? Donc, pour nous, de manière générale, pour du Berkshire Hathaway, moi, je continue à dire que ça reste intéressant. OK? La vente ici d'Apple, bof. Rien d'exceptionnel. OK? Pour moi, c'est un non-événement. Maintenant, d'aucuns disent que oui, mais l'action Apple peut baisser demain, etc. Non, pas forcément. OK? Ce qui va faire baisser l'action, le prix de l'action ici, c'est si l'entreprise ne livre pas la marchandise. C'est tout. Est-ce que pour vous, c'est justifié de payer 30 fois les bénéfices sur du Apple? La dernière fois que j'ai fait une vidéo sur Apple, c'était peut-être qu'au mois de mai, et c'était juste correctement évalué, en prenant en considération une certaine croissance. Et encore, la croissance en question est influencée par le rachat d'actions. OK? Comme vous pouvez le voir, quand il faisait l'acquisition de ce business-ci, le dividend yield était aux alentours de 2%. D'accord? Aujourd'hui, c'est 0,45% pour quelqu'un qui va en faire l'acquisition en date d'aujourd'hui. Évidemment, le dividende a augmenté entre-temps. D'accord? Le rachat d'actions également, le shareholder yield était beaucoup plus élevé à cette période. Il est de moins en moins élevé parce que le prix de l'action est de plus en plus élevé. OK? Donc, il y a ces éléments-là à prendre en compte. Moi, je pense que la vente est justifiée. C'est compréhensible. Voilà. D'aucuns l'auraient même fait depuis très, 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 très longtemps. OK? Depuis très longtemps. Aujourd'hui, c'est... Voilà. Et on ne serait pas étonné qu'au prochain trimestre, qu'on descende même encore de moitié. Et ça serait normal de garder cela à 10%. Pourquoi pas? Est-ce qu'il va se débarrasser totalement des actions Apple? Vu son coût d'acquisition, ça serait improbable de s'en débarrasser, d'accord, en totalité. Il a un très bon prix d'acquisition. Un très, très bon. OK? Après, on ne sait jamais. Il fait ce qu'il veut. C'est son cash. Warren Buffett, ici, encore une fois, si vous voulez évaluer la performance de Warren Buffett, ce n'est pas la performance du prix de l'action parce qu'il n'a aucune influence dessus, quoique techniquement, son travail, c'est d'allouer le capital. Donc, c'est l'augmentation des bénéfices nets, d'accord, l'augmentation du book value. C'est à ce niveau-là qu'il faut regarder la performance globale de Berkshire Hathaway. Mais évidemment, le book value est en moyenne de 10%. Et de 10% en moyenne, avec cette taille de cash-là, près de 500 milliards, c'est exceptionnel. D'accord? Je dis bien exceptionnel. J'aimerais bien vous voir gérer 100 milliards. D'accord? Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'avez pas les mêmes opportunités. OK? Donc, ceux qui disent que ouais, mais Warren Buffett a perdu de sa superbe, il ne fait plus de belles performances. Donnez-lui 1 million, il fera extrêmement mieux que vous. Certainement. Et lui-même, il a dit. OK? So, faites attention. C'est bien de prendre les raccourcis, etc. Et n'oubliez pas également ceux qui vont mentionner que ouais, mais il utilise du levier, etc. Le levier ici, ce n'est pas de la dette. Le levier ici, c'est le cash généré ici par la compagnie d'assurance qu'il réinvestit. Et c'est le propre même d'une compagnie d'assurance. Voilà, c'est tout. Donc, de quoi on parle? OK? De quoi on parle? À un moment donné, il faut un tout petit peu regarder au-delà de ce que les articles de journaux mentionnent souvent, ou bien les vidéos sur YouTube. OK? Parce qu'il y en a assez qui circulent à ce niveau-là. Que non, il utilise du levier, machin, truc. C'est faux. Le levier en question, c'est ce que je vous ai mentionné. Vous pouvez aller vérifier de vous-même. D'accord? Il n'utilise pas de dette du tout. D'accord? Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Apple reste une entreprise extraordinaire. Vous avez vu le ROIC d'Apple? C'est magnifique.
Ok, c'est une entreprise extraordinaire. Évidemment, la croissance va tendre à ralentir dans le temps et ce n'est que normal. On demande une seule chose à Apple, c'est de croire quand même au un chiffre légèrement plus élevé que l'inflation, que le niveau d'inflation moyen. C'est tout. Ce qui lui permettra de protéger ses marges. Ok? So, n'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez le Top Premium Plus. Vous pouvez également réserver un call pour si vous avez des questions par rapport à ça, etc. Je pense que vous allez voir tout ça sur la page. Ok? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je me réserve le droit de me tromper. Merci. Au revoir.